Et oui, bonsoir, bonsoir YouTube. Du coup, non mais en fait que je mette la musique moins fort, hein. Alors, oui, du coup, ce soir, je vais vous parler effectivement, des xénogenres. Ah, au secours, des xénogenres, des non-binarités, du basique. Est-ce que ça implique plus largement en passant par de l'anthropologie? Et bonsoir, Captain Blade. Oui, alors je me suis déguisé en petit dino mignon, tout simplement pour éviter de vous raconter des bêtises. Tout simplement pour éviter de vous infliger cette vision d'horreur qui est moi en train de fumer une clope. Voilà. Donc du coup, avant de me lancer dans toutes ces folles aventures, quand même que je fasse mes remerciements. Parce que bon, c'est sur le taf de base, j'ai écrit gros du taf, mais en fait j'ai demandé à plein de monde de me relire, c'est ce que j'étais en train de raconter avant de me perdre complètement dans les vicissitudes de mon racontage de conneries et de mon enregistrage, fromage. Du coup oui, un grand merci à Patchwork qui m'a relu, à Tontilou aussi qui m'a relu. Tac. Attendez. Voilà. Donc aussi, merci à Loustony, qui au final, je n'ai pas repris les critiques données, mais effectivement, qui m'a aussi relu. Et pas mal d'autres mondes. Mais bon voilà. Bref, aussi un grand merci à l'espace des potates, parce que du coup tout ceci, alors si c'est pas trop de la merde en barre, espérons quand même que ça soit quelque peu qualitatif. Et bonsoir Fanencha. Espérons quand même que ce soit à peu près qualitatif. Bref, si je me décompose pas complètement, totalement et radicalement, ça devrait se retrouver dans l'espace des potates, ainsi que sur ma chaîne YouTube. Bref, voilà, je revérifierai quand même. Mais voilà. Alors, commençons la présentation. Xénogenre non-binarité, du basique à ce que ça implique plus largement en passant par de l'anthropologie. Et voilà. C'est avec classe et charme que j'arrive à parfaitement caler avec un morceau. Incroyable. Donc, au niveau des choses qu'il n'y aura pas dans ce live. Alors effectivement, va pas y avoir des gens qui vont me touiller ou la moindre trace d'ambiphobie dans le chat de ces morts. De toute façon, je pense pas que vous êtes partis là-dessus. Parce que là, pour le moment, on arrive quand même à une majorité non-binaire dans le chat. Donc là, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que à la moindre connerie, c'est du ban à vue, et ainsi que moquerie de la personne qui raconte n'importe quoi. Parce que ça fait quand même un peu du bien de temps en temps, hein, voilà. Là, vous êtes en territoire conquis, hein. Conquis. Oui, voilà. Les non-binaires sont en territoire conquis, particulièrement sur une chaîne du non-binaire. Et enfin, on va avoir deux présupposés. Deux présupposés qui, de toute façon, on va le voir plus tard, sont vrais. Les xénogenres sont plus anciens que toi, que tes parents, que tes grands-parents, que tes arrière-grands-parents. C'est-à-dire que c'est un concept qui traverse toute l'humanité en long, en large et en travers. Donc, on va respecter un peu les anciens, hein, pour une fois. Si on n'y connaît que dalle, évidemment, n'hésitez pas aussi à mal me parler dans le chat. Quand même, voilà. Enfin, vous avez le droit de faire des remarques. De toute façon, voilà, je vous lirai et je m'arrêterai assez souvent, justement, pour bien prendre mon temps. Alors, et enfin, si on n'y connaît que dalle, et qu'on se retrouve à devoir rappeler des choses simplissimes et basiques, c'est que la doxa occidentale moderne en est à ses balbutiements sur les questions de genre. Alors, j'ai voulu parler... en fait, j'ai voulu attirer justement l'œil sur ce point-là, justement parce que quand on regarde en fait tout ce qui est au niveau des travaux d'anthropologie, en fait on se rend compte qu'il y a littéralement une espèce de... Oui, enfin même pas une espèce, comment dire, une quasi-hégémonie, justement jusqu'à relativement récemment en fait, du coup en Occident, à propos des deux genres binaires.
Voilà, donc du coup une quasi-hégémonie de la conception classico-classique du genre, qui est le monsieur, la madame, en fonction de ce qui se passe entre les jambes. Et bon, et évidemment, j'espère ne pas avoir rappelé à qui que ce soit que tout ceci est complètement éclaté au sol comme conception. Bref, sur ce, je continue et un jour j'arriverai à terminer ma clope. Alors, avant de se lancer là-dedans comme des sauvages, on va se demander ce qu'est le genre. Alors, il y a beaucoup en fait de définitions qui peuvent tenir autour du genre, parce que du coup c'est un concept purement social. Donc à partir de là, il y a beaucoup de définitions en fait où on dira c'est vrai mais pas assez vrai. J'ai essayé de faire quelque chose qui tienne à peu près debout. Et suite à ça, c'est corollaire très évident. Donc c'est-à-dire, ah oui en plus on voit ma souris, donc là je peux faire des petits suivis shell ou pas. Donc alors, je vais considérer du coup une définition triple du genre. C'est-à-dire, on a le perçu individuel de sa présentation sociale, donc c'est-à-dire comment les personnes vont nous voir de prime abord, une perception sociale de sa présentation personnelle, donc c'est-à-dire comment les personnes vont nous voir de prime abord. Donc perçu individuel, c'est comment on se voit se présenter de prime abord. Et là, c'est comment les autres nous voient se présenter de prime abord. Et enfin, qui rentre aussi dans la définition du genre, les injonctions à certaines conduites dans son environnement. Donc c'est-à-dire, rapport à sa présentation, il y aura certaines choses qui seront bienséantes ou malséantes en fonction des situations. Voilà. Donc, là, on arrive à des corollaires avec les notions. C'est-à-dire que le perçu individuel, donc qui on pense être, rapport à son genre, et sa perception sociale de sa présentation personnelle, donc comment les gens nous voient de prime abord, rentrent en parfaite interaction et en parfaite interdépendance. C'est-à-dire que les deux vont toujours se lier l'un entre l'autre. C'est en fait, il y en a un des deux qui change, l'autre va avoir une tendance à bouger, ou en tout cas, le rapport qu'on a avec l'autre aura tendance à bouger. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire d'être plus clair, parce que j'ai l'impression d'être extrêmement obscur. Et enfin, du coup, deuxième corollaire des définitions. Voilà, là on arrive à toute une série de conduites acceptées socialement parlant, donc suite aux injonctions, et suite à la perception sociale. C'est-à-dire que les personnes vont socialement nous analyser, voilà. Et suite à ça, il y a toute une liste de conduites sociales à avoir ou ne pas avoir en fonction des genres de la personne. Donc, les soucis autour du coup de l'interdépendance entre son perçu personnel de sa présentation sociale et la perception sociale de sa présentation personnelle, donc comment les autres nous voient, peuvent par contre causer, par exemple, pour ne pas dire le quotidien de la non-binarité, c'est-à-dire la dysphorie de genre. Alors, tuk, je reviens parmi vous, hein, vous en faites pas. Paf, et bonsoir. Alors, d'ailleurs, vous allez m'excuser 2 secondes. Tuk. Je vais mettre juste un
tout petit peu moins fort pour moi. J'espère que de votre côté... Ah oui, non, je vais être plus fort pour vous. Ouais, ça devrait être pas mal. Alors, tac, 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 tac. C'est bon. Donc, là où on va parler de dysphorie de genre, c'est justement la manière dont on se lit personnellement. Là où ça va apparaître, c'est quand il y aura justement une dissociation entre les deux parties-là. C'est-à-dire, bah, je sais pas, enfin, voilà. Moi, par exemple, de mon perçu de présentation sociale, je me lis parfaitement non-binaire. Voilà, enfin, je ne comprends pas la binarité de genre pour moi, ça ne fait pas sens. Mais par contre, quand les gens me voient dans la rue, vont avoir cette irrépressible envie de m'appeler monsieur. Et du coup, avoir toute la conduite de genre autour du monsieur, alors que je dois avouer que de mon côté, c'est même pas que je m'en fous en fait, c'est juste que ça me gonfle, ça me gave. Voire même plus, ça me heurte. Mais voilà, c'est malheureusement pas quelque chose qu'on peut commander. C'est malheureusement, hop là. Je suis désolé, il faut que j'enlève ce pull parce que je crève de chaud. Hop là. Allez, des cascades en direct hein, qui sont faites ici. Et suite à ça, en fait, on va arriver... tac tac. Donc voilà, donc du coup, la dysphorie de genre, du coup, qui arrive quand littéralement, en fait, les gens nous appellent pour ce qu'on ne pense pas être. Et enfin, les conduites acceptées socialement parlant aussi risquent de créer un rapport de force autour du genre. Ou plutôt, créer de A à Z un rapport de force autour du genre. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a un code de conduite sociale, il y a fort à parier que ce code de conduite sociale ne soit pas particulièrement égalitaire. C'est malheureusement ce à quoi on assiste un peu partout. D'où par exemple le féminisme. Ouais. Je vous apprends des choses incroyables. Et enfin, d'où la convergence des luttes entre féminisme et lutte trans. Démonstration simple proposée où je n'ai pas absolument fait des extensions complètement bordéliques par rapport à ce à quoi je voulais dire, alors que à la base le sliders était simple. Bisous. Évidemment, voilà. Alors, là j'ai voulu être long et pénible là-dessus. Parce que en fait, quand on voit, enfin quand ça parle des xénogenres, en fait, ça va être très souvent X ou Y raclure de bidet qui va être là pour se moquer des personnes en fait très directement. Ce qui, bon, oui, c'est complètement Karl Marx. C'est Karl Marx Fury Road même. Un jeu de mots parfaitement regrettable assuré par la Bichette Prod. Et ce, sans échauffement. Oui. Et du coup... bref, voilà. Le basique... du coup, pour ne pas se comporter comme des cons avec les xénogenres... parce que du coup, la dernière fois que j'en ai parlé aussi... Bah tiens, voilà. On va procéder par exemple, en fait, la dernière fois que j'ai parlé des xénogenres, il y a quelqu'un qui est venu me voir, alors je ne vais pas nommer ce quelqu'un parce qu'en plus c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, et du coup qui m'a dit, mais du coup c'est pas une espèce de bail chelou qui a été plus ou moins créé pour décrédibiliser les luttes trans. Alors, cher quelqu'un, je m'en tiendrai à ce que je t'ai dit à ce moment-là. Non, vraiment pas. Voilà. C'est littéralement en fait une histoire en fait, comment dire, de personnes qui pensent que
appuyer sur la tête de leurs camarades, ça va permettre du coup de se hausser et de mieux se présenter en public. En fait, non, c'est... Voilà, quoi, c'est juste une action de tête de con, quoi. Bref, c'est plus ou moins ce que je lui ai tenu comme propos. Voilà. Donc, si vous êtes transgenre, ce qui est relativement épatant, en fait, c'est que je ne connais pas la moindre personne transgenre qui n'ait pas vécu un pur rapport de déconstruction et reconstruction. Qui n'ait pas vécu un pur rapport de destruction-reconstruction par rapport à son genre. C'est-à-dire devoir redéfinir sa personne de A à Z. Et justement, en fait, à partir de ça, en fait, c'est tout un rapport qui est rempli de tensions internes et qui, in fine, va toujours, de toute façon, finir par donner des réponses dans tous les cas, et qui dans tous les cas, voilà, enfin, c'est les phases de questionnement en fait finissent toujours par avoir une fin, c'est d'où l'idée de phase de questionnement, et finissent toujours par donner des réponses. Le gros problème, c'est que ces réponses-là ne sont pas toujours nécessairement très satisfaisantes. D'où des fois justement des rapports beaucoup plus complexes au genre que ce à quoi en fait on pouvait s'attendre au début. C'est moi par exemple, je me suis longtemps soupçonné du coup beaucoup du côté demi-boy de la force, c'est-à-dire en fait je me percevais beaucoup comme comment dire, comme un garçon qui avait loupé le fait d'être un mec. Tout ça au final pour me rendre compte que homme-femme ça ne représentait pas grand-chose pour moi. Et aussi, autre chose que l'on connaît toutes et tous quand on est trans, eh bien c'est tout simplement le fait que face aux personnes que l'on ne connaît pas particulièrement, il y aura toujours cette espèce de malaise, parce que tant qu'on n'aura pas ce qu'on appelle communément le passing, c'est-à-dire le fait d'être rigoureusement vu comme tel ou tel genre socialement, on ne sera jamais bien compris de prime abord de manière genrée. Voilà. Et oui, effectivement, autour des xénogenres, en fait, comme tu le dis, Fenuncha, d'ailleurs, tu me dis si je le dis bien, faut pas hésiter. Du coup, oui, en fait, il y a beaucoup en fait le réflexe de scepticisme. Le gros problème, en fait, c'est que une fois passé le réflexe de scepticisme, parce que moi-même, j'ai eu le réflexe de scepticisme au début. D'accord. Mais écoute, je m'en souviendrai. Et du coup, ouais, en fait, c'est normal, en fait, d'avoir au début le réflexe de scepticisme parce que tu arrives en fait, tu arrives face à quelque chose qui t'est complètement inconnu et qui te semble hors de tout ce que tu connais. Donc voilà, coucou les Nirilounautes. Du coup, ouais, tu arrives. Mais le gros problème, en fait, c'est que une fois que tu rentres un petit peu là-dedans, il y a la demande aussi. Il y a la demande justement de faire le premier pas envers la personne, qui est d'imposer la ligne de respect, qui est je vais peut-être pas comprendre, mais c'est pas grave. Voilà, c'est d'arriver à ça. Parce qu'en fait, le gros problème, c'est quand tu commences à chercher un peu plus loin, tu vas arriver à des argumentaires qui ne peuvent qu'être extrêmement violents. Voilà. Et oui, effectivement, il y a potentiellement aussi la rencontre de xénogenres avant de comprendre celui de la non-binarité, voire même... alors, j'en ai pas du tout parlé là-dedans parce que c'est...
Ça me donne un peu l'impression de jongler avec des couteaux, mais aussi le potentiel en fait de totémisme de genre. Enfin, ça je dois avouer, c'est quelque chose dont j'ai pas particulièrement parlé avec des personnes qui pourraient être potentiellement concernées. Donc je vais préférer éviter de dire des bêtises. Et oui, coucou coucou les gens. Du coup, oui, mais bonsoir Éclair au chocolat, bonsoir, mais oui, les Nirilounautes, bonsoir Cyber Turbo Extrême 3000. Ah oui, non mais, ah bah d'accord, les loulous. Ok, les loulous. Mais le problème, c'est que c'était comme ça que ma maman m'appelait quand j'étais petite. Donc du coup, bah voilà. Mais bon, d'accord. Je vais faire attention à vous appeler les loulous. Mais ah non, non, c'est... Enfin, justement, en fait, faut vraiment pas hésiter à m'arrêter à quelconque moment, hein. C'est... Voilà, enfin... C'est... de toute façon, en fait, voilà, s'il y a des gens qui parlent pas bien, c'est Bandef. J'ai prévenu au début, c'est Bandef. Aucune finesse dans la modération. Voilà. Alors... tout ça pour dire que oui, si vous êtes transgenre, alors, j'ai très souvent vu justement justement cette base argumentaire. Pourquoi créer des identités pour 3 personnes? Parce qu'effectivement, si les xénogenres n'apparaissent pas beaucoup, déjà c'est parce qu'il n'y a pas énormément de monde, mais en plus, derrière... mais en plus, je me suis explosé les doigts. Mais c'est qu'en plus, derrière, il y a aussi le fait que c'est des personnes qui sont invisibilisées et qui ont beaucoup peur de s'exprimer sur les questions-là, justement de par ce type d'accusation. Le gros problème, voilà, c'est que les questionnements de genre, comme je l'ai dit auparavant, on sait quand on commence, on finit par sentir plus ou moins quand on arrive à une réponse satisfaisante. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recommencer, mais on sent quand on a une réponse à peu près satisfaisante qui nous va, qui va pouvoir, en tout cas, balancer un gros je suis ça parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Aux personnes qui nous demandent ou qui même ne nous demandent pas en fait. Et en fait le problème c'est que ça peut justement arriver à des réponses beaucoup plus compliquées que ce à quoi on s'attendait. Et surtout pour un concept aussi socialement marqué que le genre, vouloir, et aussi socialement marqué que le genre, et en plus, je le dis bien, aussi personnel que sa présentation personnelle genrée, donc la manière dont on se pense soi-même rapport au genre, ne va pas nécessairement donner des réponses simples. Voilà. C'est... voilà, bah... De toute façon, ça, c'est le... oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Bah, en fait, le genre, c'est même pas tant un concept qu'un spectre flou. Bah, attends. Hop là, voilà. Donc là, on était... Oh, mais mon Dieu! Oh, les Pondovinos! Ah, bonsoir! Merci pour le coup, Johnny Walker. Ah... Ok, ça roule. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée Pandof. Alors, je vais essayer de m'y retrouver. Du coup, les gens, si vous avez besoin de pause, vous n'hésitez pas. Parce que là, c'est vrai qu'on parle d'un concept un peu compliqué. Je vais essayer d'éviter de trop tout le temps m'arrêter. Mais en gros, pour vous dire... Ah, c'est beaucoup de monde, mais... il n'y a jamais assez de personnes pour une modération vénère. Donc, donc oui, modération très vénère en fait, parce que ce soir je parle de xénogenre et de non-binarité. Et
le truc, c'est que j'ai vraiment pas envie que ça se barre en live. Donc, vous pouvez avoir plein de questions très différentes. Par contre, voilà, enfin, l'ambiphobie, ici, c'est non. Voilà. Bah après, si c'est vraiment la sauce, mais ça doit le faire. Ça doit le faire. Touk 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 touk. Donc oui, là en gros, on était en train de voir encore à peu près les basiques. C'est-à-dire que il n'y a pas nécessairement besoin de comprendre parfaitement de A à Z le genre de quelqu'un. Et pour tout simplement respecter sa présentation sociale. Voilà. C'est ni plus ni moins que ça. Et c'est vrai que si je réexplique tout depuis le début, là ça fait, ouais, ça fait 20 minutes que je suis dessus. Voilà, c'est le genre de live qui donne mal à la tête. Bref. Aussi, une autre base argumentaire autour des xénogenres que je vois énormément, que j'ai beaucoup vu à chaque fois que le sujet est abordé, le fait de conforter les gens dans leur folie. Alors, le gros problème de ce présupposé, c'est qu'il n'est pas très vrai en fait. C'est qu'il ne peut pas être très vrai. C'est-à-dire que une neuroatypie, en fait, ça se soigne pas. Voilà, enfin, vous allez me dire, oui, mais si, la dépression, certes, d'accord. Mais quand la dépression elle est chronique, ça ne se soigne pas. C'est... Bah, en fait, le truc, c'est que on ne peut pas, en fait, complètement... Et oui, ouais, une très bonne mécanique de société, la psychophobie. En fait, le truc, c'est que, justement, enfin, il peut arriver qu'il y ait des neuroatypies qui nous mettent en situation d'inadaptation sociale. Mais l'idée, justement, d'un traitement psy, ce sera de faire en sorte qu'on puisse plus ou moins s'insérer dans la société. C'est qu'on réussisse, en tout cas, pas nécessairement être parfaitement inséré, parce que des fois, bah, y a des choses qui font que l'on ne pourra pas faire tout comme tout le monde, mais en tout cas que pour le gros de l'insertion sociale, on arrive à s'insérer. Et mais en fait, le truc, c'est que surtout, le présupposé qu'il est possible de soigner les neuroatypies, c'est justement, j'y reviendrai plus tard. Et c'est justement, en fait, c'est supposer que les neuroatypies, en fait, ça soit profitable de les soigner. C'est non seulement, en fait, ce n'est pas tellement possible, mais en plus, une fois qu'on est à peu près inséré socialement, en fait, c'est littéralement nier la particularité d'un individu. C'est... Voilà. Ça peut être quelque chose de... Par exemple, ça peut être une méthode de faire, une méthode de penser qui peut être très très utile. C'est... par exemple, voilà, pendant toute une époque, justement, il y avait plein de médias mainstream qui essayaient de retrouver, en fait, les principaux 10 connus. Et c'était justement, en fait, des personnes qui s'étaient retrouvées avec des fonctionnements cognitifs très particuliers qui leur ont permis, dans leur domaine en tout cas, de s'en tirer à profit par rapport aux autres. Justement parce que leur développement cognitif impliquait des changements. Bref, c'était des gens qui étaient parfaitement insérés. Et ce, malgré leur fonctionnement cognitif différent. Alors, c'est supposé que c'était un état passager. Le vécu constitue une brique très importante dans ce que les personnes construisent d'elles-mêmes. Après, voilà, il y a aussi savoir, parce que ça, en fait, c'est tout un truc qui est en discussion, c'est dans les mouvements anti-psy
et aussi en discussion en lien avec les psychiatres. Justement, en fait, dans la manière dont est conçue la psychiatrie actuellement, en fait, on se rend bien compte que là, on est littéralement à la gestion un peu d'urgence là-dessus. C'est-à-dire que on va se retrouver avec des gens qui sont cassés partout, on ne sait pas quoi en faire. Du coup, camisole chimique. Mais est-ce que la camisole chimique, ça aide dans quoi que ce soit? Non, ça ne fait que reporter le problème. Mais justement, en fait, c'est là, enfin, toutes les réflexions en fait autour de la psychiatrie qui essayent de faire plus ou moins ce que je dis là. Mais voilà. Après, oui, effectivement, en plus de ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Quand je dis assez, voilà, c'est pas rare de voir des personnes xénogenres en étant, voir des personnes xénogenres qui sont plutôt neurotypiques en fait, qui ont des fonctionnements justement très très classiques en termes du coup, comment dire, c'est enfin dans leur fonctionnement, oui, du cerveau. Qu'est-ce qu'on raconte comme bêtise moi? Dans le fonctionnement du cerveau, en fait, on a des fonctionnements très classiques, mais sauf que oui, effectivement, bah, comme tu le dis, chat, dans le chat, j'ai oublié le N, comme tu le dis, chat, dans le chat, euh, oui, on peut avoir en fait un fonctionnement parfaitement typique, mais sauf que bah, nos réponses autour du genre, en tout cas nos réponses personnelles, n'auront rien de commun ou de simple là-dessus. Et enfin, de toute façon, en quoi ce serait plus sain, sans être d'une profonde mauvaise foi, ou alors avoir un argument à base de c'est comme ça et puis c'est tout, en quoi être static gender fait moins sens que d'être homme ou femme? Parce que là, on parle de pur reçu personnel. C'est en quoi un xénogenre ferait moins sens qu'un genre qui s'aligne plus ou moins. Donc même, là je parle aussi de non-binarité, hein, qui s'aligne plus ou moins autour de l'axe homme-femme, en quoi il ferait moins sens qu'un genre qui ne s'aligne pas autour de ça. Je dois avouer que j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai pas réussi à trouver à quoi que ce soit. Enfin voilà, si quelqu'un arrive à m'expliquer ça, à m'expliquer pourquoi on devrait toujours s'aligner autour d'homme ou femme, franchement, ouais, je file un prix. Je file un jeu dégueulasse. Je file le meilleur jeu à gros pixels que je connaisse. Voilà. Alors, enfin, c'est le moment pour les cisgenres. Alors, je vais me faire plein de copains. J'adore me faire des copains. Bonsoir les copains. Voilà, on a tous des défauts. Par exemple, moi, j'arrive pas à me lécher le coude. J'aurais qu'une seule chose à vous dire. Parce que là, effectivement, je parle en long, en large et en travers des questionnements autour du genre et qui peuvent donner justement des réponses très larges et très bigarrées. Grand bien vous fasse vraiment de ne pas avoir à vous de ne pas avoir à vous poser ces questions-là en fait. Vraiment, enfin, si quand vous êtes posé des questions autour de ça, vous êtes au final arrivé, oh bah en fait non, je suis cisgenre. Vraiment, hein. C'est votre vie va être plus simple. Je ne vais pas vous le cacher. Ça va être beaucoup moins compliqué. Vous n'allez pas vous poser des questions tout le temps pour tous vos rapports sociaux. Voilà. Mais juste, le truc basique, en fait, c'est d'avoir cette empathie, de se dire que c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Voilà. Et à savoir que remettre en cause son genre, c'est remettre en cause littéralement toute son histoire, toute sa personne, toute sa présentation. Et comme je le dis et je le répète, les réponses peuvent être des fois très 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 compliquées. D'où justement les xénogenres. C'est pas impossible. C'est pas impossible du tout qu'il y ait des répétitions dans le texte en vers, tout simplement parce que je l'ai écrit beaucoup trop tard.
Mais oui, oui. Et c'est complètement admis. Hmm. Bah, non seulement sont compliqués à trouver, mais en plus, des fois, la réponse est compliquée en elle-même. C'est par exemple, voilà, enfin, je vais encore me donner comme exemple, parce qu'en fait, c'est un exemple que je connais bien, vu que je me connais depuis la naissance. Et ouais. Ah, ça, vous étiez pas préparé à ce que je la sorte, hein. C'est aussi, par exemple, moi, dans mon perçu de genre, vraiment, en fait, pendant très longtemps, je me voyais comme plus ou moins un homme, mais qui a eu des cassures de parcours qui a fait que je n'arrive pas à me reconnaître en tant qu'homme. Bon, au final, c'est encore plus le dawa que ça. Et, euh, et ouais, enfin, au final, moi de mon côté, je me retrouve beaucoup plus dans la non-binarité totale. Mais voilà, enfin, c'est quand même un mouvement qui demande, encore une fois, des remises en question personnelles totales. Alors, là, on a fait juste les basiques. Ça fait plus d'une demi-heure que je suis dessus. Juste au niveau des basiques. Comprendre les xénogenres. Donc là, on va profiter d'un petit thread qui avait été écrit par Boba Fick. Tac, tac, tac. Je vais vous le passer, tant qu'à faire. Hop là. Alors, ça... Bah écoute, évite d'écraser ton écran. Écrase plutôt le moustique. Sois précis, Blade. Tu peux le faire. Donc, du coup, ouais, je vais complètement paraphraser en fait toute une partie de son thread autour des xénogenres. Donc, à savoir que Boba Fick est directement concerné puisque du coup il y a les xénogenres. Je sais plus en fait comment elle avait expliqué ça plus précisément. Il me semble que c'était quelque chose autour du static gender. Parce que oui, à savoir qu'il y a justement des xénogenres plus ou moins communs et qu'on retrouve plus ou moins. Alors, je me suis pas mis bien en tête d'essayer de vous présenter tous les xénogenres. Et de toute façon, généralement, quand vous rencontrez quelqu'un et que ce quelqu'un vous dit qu'il y a les xénogenres, en général, ce quelqu'un vous en voudra pas, en fait, de lui demander d'être un petit peu plus explicite là-dessus. Parce que c'est justement le principe. Que ça soit pas une réponse simple. Alors, si vous voulez, le terme xénogenre a été créé en 2014 sur Tumblr, non-binarité qui se définit par métaphore ou en analogie, qui ne peut être définie de manière traditionnelle, entendre ici autour de l'habituel axe homme-femme. Jusque-là, on est d'accord, c'est-à-dire aussi, soit en opposition, donc ce qui peut être le cas de certaines non-binarités qui ne sont pas des xénogenres. C'est par exemple les agenres, c'est-à-dire les personnes qui ne reconnaissent d'aucun genre, en général, parleront, je dis en général parce que je préfère éviter de dire des bêtises, mais en général, les agenres, en général, en fait, les agenres vont justement nier complètement, pour eux, justement cet axe. C'est-à-dire c'est une construction de genre en parfaite antagonie. Mais il y a toujours un rapport par rapport à l'axe homme-femme, qui est du coup la parfaite antagonie. Donc, quand on tente de définir un xénogenre, on peut noter 3 différentes catégories. Caractérisation par nom ou archétype. Donc, animal, créature fantastique, concept, symbole, etc. Ça va être le cas, par exemple, pour les gender faits. C'est-à-dire... alors, je ne me souviens plus de la dernière explication autour du gender fait que j'avais lu. J'avais pas tout compris, mais ça m'avait l'air très très classe. Mais en tout cas, voilà, c'était beaucoup dans l'idée... c'est beaucoup dans l'idée d'avoir une représentation du coup plus ou moins fantasmagorique à donner autour du genre. Je vais vous faire un recoucou parce que là la post-clope se fait longue. Bouh.
il y a aussi la potentielle caractérisation liée à la perception synesthésique. Donc le genre se retrouve décrit comme un élément sensoriel, texture, taille, son. Ah, je l'avais... Alors c'est que j'avais vu ça en tant que xénogenre. Mais oui, effectivement, il y a aussi une identité fluide pareil. Bon après, voilà, là on part sur les identités, sur les micro-identités LGBTI. Mais oui, mais j'avais vu en fait justement ça en tant que xénogenre, et du coup, bah, avec toute l'explication, mais je vais plus... Oui, voilà, xénophée. Voilà. C'est... C'est beaucoup de monde, hein, les micro-identités. Euh, du coup, ouais, il y a aussi une caractérisation par la perception synesthésique. Bah, par exemple, le static gender. C'est-à-dire que la dernière explication que j'ai eue autour du static gender, c'était les personnes qui percevaient leur genre comme, littéralement, comme la neige qu'on perçoit sur la télé quand elle ne reçoit rien. C'est-à-dire comme quelque chose d'extrêmement trouble et qui n'arrive pas, qu'on n'arrive pas à définir. Mais voilà. Et enfin, il y a une dernière partie qui est la caractérisation liée à une neuroatypie, ou plus précisément ce qu'on appelle un neurogenre. Alors, c'est là où on doit être précis parce que tous les xénogenres ne sont pas des neurogenres. Bah, de toute façon, je vous ai donné des exemples qui n'étaient pas des neurogenres du tout. Et les neurogenres ne sont pas nécessairement non plus des xénogenres. Voilà. On se pose un petit peu. Alors, je vais devoir boire un petit verre d'eau. Ça fait du bien. Tac. En bref, le xénogenre est une non-binarité qui se définit hors des champs homme-femme. C'est... Bah, en fait, c'est seul l'individu peut décréter son propre genre. Tout simplement. Mais effectivement, on ne peut pas décréter de l'extérieur le genre d'une personne. C'est littéralement désapproprier de son identité, la personne. Alors, c'est du coup le principe du xénogenre, c'est de se définir hors des champs hommes-femmes, c'est-à-dire ne pas les considérer. Et alors, pourquoi ça fait sens? Et alors, à cette question-là, je réponds par une autre question, c'est en quoi hommes et femmes, justement, de par tout, comment dire, de par tout le sens qu'il y a autour d'hommes-femmes, c'est-à-dire de tous les stéréotypes qu'il y a d'attachés là-dessus, en quoi un xénogenre ferait moins sens comme aux femmes, comme ou femmes, en tant que genre. Je sais que je reviens beaucoup là-dessus, mais c'est une question qui, justement, à laquelle je ne pense pas qu'il puisse y avoir de réponse. C'est pour ça, en fait, c'est une question purement rhétorique. Donc voilà, en fait, c'est justement une possibilité supplémentaire, en fait, de se définir et d'élargissement dans sa définition personnelle. Voilà. Alors, là, c'est le moment d'un petit drift un peu technique, justement. C'est autour des genres sociaux. Alors, c'est pas exactement sur le sujet, mais c'est autour des plus, en fait, sur les réflexions, en fait, sur les perceptions, du coup, qu'ont les individus extérieurs des genres, les personnes qui les rencontrent.
C'est-à-dire, je pense très sincèrement que pour des disciplines comme, par exemple, pour l'anthropologie, c'est quelque chose qui a déjà été plus ou moins étudié, qui a été plus ou moins étudié en tant que troisième genre, en tant que même troisième sexe, et qui au final, en fait, a pas donné énormément de résultats parce que c'était dans l'idée de... Comment dire? Dans l'idée d'essayer d'attraper des personnes qui ne pouvaient pas être définies par homme ou femme d'un point de vue social. Le gros problème, en fait, c'est que il y a un gros souci que je trouve par rapport à ça, en fait, c'est est-ce que les catégories de genre homme et femme n'auraient pas, en fait, des soucis à être aussi larges que ça? Parce qu'en fait, le gros problème d'hommes et femmes, c'est qu'il y a tellement de tensions, tellement de luttes, et ça regroupe tellement de personnes en termes de population, et de population extrêmement variée, qu'au final, en fait, est-ce que, d'un point de vue de genre, enfin d'un point de vue d'étude, et si le genre est une des données, ben je sais bien. Mais en fait, le truc, c'est qu'en termes de données, je vais donner par exemple pour la sociologie, ou pour l'histoire, ou même pour l'anthropologie, très souvent, en fait, ça ne va pas être perçu en tant que spectre. Et du coup, est-ce que ce serait pas intéressant, justement, d'incorporer les études de genre aux études, sociologiques, non, aux études de sciences sociales? C'est-à-dire, par exemple, reprendre une lecture de l'histoire et quand ça concerne le genre, justement utiliser ces outils-là. C'est-à-dire pour avoir quelque chose de beaucoup plus fin que juste... ouais, homme ou femme. Le problème avec les problèmes d'intégration liés à l'identité sexuelle ne sera pas... Non, 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 que lié à la taille, poids, handicap, couleur... et que la convergence des luttes autour du discours marxiste revisité par les dernières avancées non, ne sera pas plus radical. Paf, paf, paf. Bah en fait... Alors... du coup, est-ce que tu peux être un petit peu plus précis parce que je préfère éviter de te dire une bêtise parce que là c'est vrai que tu balayes énormément de choses avec ton petit paragraphe on orbit. Mais alors, problème d'intégration lié à l'identité sexuelle ne sera pas pour utiliser une expression tribale du même tonneau que ceux liés à la... Bah en fait, c'est des mécaniques de discrimination. Voilà, donc c'est pour ça que effectivement il y a effectivement un point commun. C'est pour ça que par exemple quand on parle de lutte contre les discriminations, il y a justement ce côté qu'on appelle l'intersectionnalité qui est le fait de regarder qu'est-ce qui se fait chez les gens qui le vivent aussi. Voilà. Gros problème c'est que voilà, enfin je ne pense pas que adopter en fait, par exemple, les méthodes de la lutte antiraciste, les méthodes sémantiques, hein, je dis bien, les méthodes sémantiques de la lutte antiraciste à la lutte trans, par exemple, auraient une quelconque efficacité. Parce que le gros problème, en fait, c'est que le moteur discriminant, donc le moteur d'attaque, passe par une toute autre logique. Parce que là, par exemple, comment dire, c'est par exemple autour des luttes trans, ça va être par rapport à des discriminations qui sont liées au comportement social et par rapport à la définition de sa propre personne aux yeux de la société. Et le truc, c'est que les luttes antiracistes, c'est l'intégration des personnes par rapport à leurs origines et par rapport à leur culture.
Donc, accepter la différence et la variété dans une société. euh, et quand je dis la variété, c'est la variété culturelle. Donc, c'est vrai que là, je vais pas pouvoir. Enfin, c'est si je veux produire un propos antiraciste, je vais pas pouvoir utiliser les mêmes moteurs que pour produire un propos autour des luttes trans. Après, effectivement, il y a des points de rencontre qui se font, mais beaucoup plus sur le reçu des attaques que sur l'origine et le moteur des attaques. Voilà. Et par exemple, oui, effectivement, tu parles par exemple, des discours, l'utilisation des discours marxistes. Bah, c'est quelque chose qui peut se faire, mais qu'en partie en fait, parce que bah, c'est con. Mais Marx et ses descendants, bah, en termes d'écriture sur le féminisme, bon, effectivement, des choses à en retirer, hein, ça c'est clair. Mais on peut pas tout passer à la même sauce, à la même moulinette. D'où l'importance, et d'où par exemple la phrase de saint Thomas d'Aquin, je crains l'homme d'un seul livre. Voilà. Bon, désolé pour cette dérivation très longue, mais ce commentaire me semblait important à répondre. J'espère que j'ai donné des petites miettes à grignoter autour de ça. Euh, Parce que c'est vrai que là, c'était fou. Alors, et c'est là où qu'on arrive. euh, Oui, 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 voilà. Et c'est là qu'on arrive au petit moment anthropologie. Alors, ça, vous voyez, c'était littéralement en fait mon état. C'était 1 heure avant de prendre le stream. J'étais en train de me rendre compte que je n'avais pas terminé mes sliders et qu'il fallait que j'en fasse plein, plein, plein pour mon petit moment anthropologie. Alors, sachez que je ne les ai pas faits. Voilà, je sais, je suis désolé. Euh, Vous pouvez me juger. Mais, vu que je suis quelqu'un de très organisé, pas du tout, j'ai quand même avec moi mon petit fichier texte, donc vous en faites pas, je vais pas me perdre. Euh, En plus, attends, Fonfat, t'as été spectateur de la déchéance de la Bichette Corporation. Donc là, voilà. En gros, je vais vous parler, en fait, pour le petit moment anthropologie, justement, de ce que j'ai pu trouver un peu large. Oui, si, il y a un disclaimer, c'est vrai. Et heureusement que tu le rappelles parce que je l'avais écrit moi-même dans mon brouillon, mais j'avais complètement oublié. Effectivement. Alors, déjà, effectivement, c'est l'anthropologie qui parle beaucoup à la base de troisième genre et de troisième sexe. Alors, par contre, je suis désolé, j'ai mis l'OST de Disco Elysium, un fantastique jeu, mais des fois, il y a des gens qui chantonnent. Et les gens qui chantonnent quand je parle, c'est pas possible. Donc oui. Déjà pendant très longtemps, en fait, il y avait les termes troisième genre et troisième sexe qui étaient utilisés, mais aussi utilisés de manière relativement indiscriminée pour parler de personnes homosexuelles et juste de personnes trans binaires. Ce qui, quand même, pose ces petits soucis quand on parle justement de troisième genre, ce qui pose déjà un problème de rigueur sur le sujet. Ensuite, effectivement, c'est très, très, très occidentalo-centré, ce que j'ai pu avoir. C'est-à-dire que, littéralement, enfin, de tout ce que j'ai pu avoir sous la main, en termes d'anthropologie, le genre, c'est... vraiment, on a l'impression de donner la main à des enfants qui viennent de naître. C'est du très très basique, et c'est avec un point de vue occidentalo-occidental. Voilà. Et très centré dans tout ce que j'ai pu avoir.
Donc voilà. Peut-être que d'ici quelques années, va y avoir justement des anthropologues bien plus variés qui vont pouvoir nous donner des travaux beaucoup plus fins sur tous ces sujets-là. Mais c'est vrai que pour le moment, voilà, c'est pas très glorieux. Alors, j'ai pu quand même regrouper un petit peu, regrouper en fait un petit peu en fonction de ce que j'ai pu avoir. Alors, j'ai pas donné absolument tout en détail, et il y a des gens qui m'envoient des SMS pendant ce temps-là, c'est honteux. Euh, donc, j'ai des fans, dis donc, hein. Euh, Non mais ça à la base, le arrêté c'était un camarade qu'on on était en train de vanner. Mais du coup t'es trans? Non arrêtez! Mais si, non mais arrête avec ce que tu dis, voilà, t'es pas cis, mais arrêtez! Voilà, c'était rigolo. Euh, alors, euh, donc oui, donc j'ai regroupé un petit peu de manière plus ou moins logique. Du coup, le petit moment trop chiant. Voilà. Alors, je vais commencer en parlant des bispiritismes amérindiens, donc en Amérique centrale et Amérique du Nord, et un petit peu en Amérique du Sud d'ailleurs. Alors, beaucoup les bispiritismes, en fait, ça va être très souvent en fait dans l'idée du masculin et du féminin qui se réunissent et tout et tout, et avec une part de place sociale très précise dans la société, justement, des individus qui sont bispirites. Euh, Oui, oui, c'est ça en fait le gros problème, c'est que c'est peu des personnes directement concernées. Encore que là, par exemple, pour le bispiritisme, il y a justement des personnes concernées qui arrivent à se regrouper plus ou moins en collectif aux États-Unis, justement pour parler de leurs conditions très particulières. Mais c'est vrai que c'est effectivement en fait d'un point de vue très voilà, très externe et très cis-centré surtout. Alors, en exemple, j'avais les Aranautiques de culture Chugach qui vivent à peu près à l'Alaska. Donc le nom justement parle de masculin d'un côté, féminin de l'autre. Dans la région de Mexico, j'ai les Bizarres et les Bizaches et les Muche du sud et qui elles sont plus du côté du sud du Mexique, qui sont en tout cas pour leur cas assignés à la naissance au masculin, mais qui choisissent de se socialiser de manière choisissent de se socialiser après, voilà, socialisent très à peu près en tant que femmes. C'est-à-dire, c'est pas exactement des femmes trans, mais elles ont une socialisation relativement proche. Euh, Aussi, j'ai les Kipi Druituk ou Arvilin Jouar Mute Inuit qui naissent du coup qui naissent avec les attributs mâles à la naissance. Je devrais pas dire ça. Avec les attributs sexuels masculins, bien mieux. Parce que oui, effectivement, je parle très très mal au quotidien, mais j'essaye. Voilà. Bah, en fait, le truc, c'est que, mis à part en fait les noms très précis, c'est très très compliqué. Parce que là, en fait, on parle justement d'habitudes sociales très précises. Là, par exemple, pour les Kipidrituk, ça va être justement des personnes qui vont naître avec des attributs masculins, mais qui vont être élevées comme des filles de la tribu. Et une fois à l'adolescence, vont pouvoir choisir leur genre après un rite initiatique. Et ça va être souvent des personnes qui justement vont être considérées comme étant des personnes qui ont voyagé autour de leur identité. Et, euh,
Et en fait, dans la grande problématique autour de... Enfin, et par exemple, en fait, là, l'explication, c'était quand il y avait trop de garçons. Bah justement, je vais y venir. Pour les Kipijouituk, en fait, c'est quand il y avait trop de petits garçons qui naissaient, à savoir que les rôles étaient plus ou moins segmentés en termes de genre. En fait, quand il y avait trop de petits garçons qui naissaient, du coup, là, ça va être des personnes qui vont être élevées, bah, du coup, comme les petites filles, et qui, du coup, derrière, vont pouvoir choisir leur assignation de genre, dans l'espoir, du coup, que ces personnes-là vont pouvoir donner un équilibre, en fait, à la vie sociale de la tribu. Voilà. Mais là, en fait, c'est dans les exemples. Enfin, là, par exemple, en fait, c'est justement en fait, c'est d'autres exemples anthropologiques qu'on va voir plus tard. C'est comment dire des des hybridations de genre, des hybridations en fait au niveau des identités de genre en fait qui sont liées à la segmentation très nette entre masculin et féminin dans les rôles sociaux. Nous avons les Lamanazuni, donc au Nouveau-Mexique et en Arizona, qui est un genre non binaire. Donc là, c'est les personnes aussi qui émettent ça, ça vient des personnes et qui en général en fait vont se regrouper socialement en tant que chasseurs et chasseuses de gros gibier et des artisans de précision. Donc, qui vont elles-mêmes former toute une petite une communauté euh, dans les tribus Zuni, du coup, qui font partie des tribus Pueblo, en termes plus précis. Et enfin, le dernier genre non binaire que j'ai pris en exemple pour les bispiritismes amérindiens, alors à savoir, il y en a plus de 150, en tout cas qui ont été répertoriés par les anthropologues de ce que j'ai pu voir. Alors, voilà, j'ai rien contre le fait d'être exhaustif, mais je l'avoue, j'ai préféré prendre en précision des genres où je trouvais assez facilement de la documentation pour vous donner des généralités autour de ça. Et pour vous donner aussi des généralités autour des constructions de genre. Mm. Voilà, bah là par exemple, ça fait pas partie des choses que j'ai étudiées, mais je connaissais pas du tout. Donc, tu dis Ncha. Non, il y a aussi des personnes assignées Bahabasi, c'est comme ça qu'on dit. Bon, je vais le dire en français dégueulasse. Assigné Bashabazi dans la région d'Afghanistan et la région Pashtung de l'Afghanistan et du Pakistan. J'espère que j'ai pas fait des grosses fautes d'accent. Mais oui, oui, effectivement. Il y a, euh, il y a en fait, enfin, en termes anthropologiques, en fait, il y a la différence entre choix personnel, choix un petit peu moins personnel, choix avec pression sociale et comment dire pression sociale de A à Z où justement le début de la détermination se fait par pression sociale. Ah, et c'est le dernier exemple que je vous donne est de loin le plus rare. Hein. J'ai très très peu vu justement des cas de genre non binaire, anthropologique, qui justement, enfin, qui ne sont pas motivés par le choix des personnes. Et enfin, oui, donc du coup, le dernier genre non binaire dont je voulais vous parler rapidement, c'est les Kariwarmi Inca, du coup au sud de l'Amérique centrale et au nord de l'Amérique du Sud, surtout, qui en fait est un genre chamanique. C'est-à-dire c'est-à-dire c'était littéralement les prêtres du dieu jaguar, les prêtres et prêtresses du dieu jaguar, qui étaient reconnus comme des entités regroupant la binarité du monde. Voilà.
C'est très très précis. Et ça, c'est en fait un genre qui est purement et simplement lié au culte là, au culte du dieu jaguar. Et du coup, aux prêtres et prêtresses du dieu jaguar. Et là, aucun souci au niveau de l'assignation de naissance. Et les personnes étaient justement, comment dire, pensées comme des liens entre le monde, entre toutes les binarités possibles et imaginables. Donc voilà. Hmm. Bon, là on va partir sur des exemples quand même plus simples et plus communs. Quoique. Euh, alors, là je vais partir du coup du côté de l'Asie et plus précisément en Inde pour parler rapidement des hijras. Donc qui est alors déjà qui est considéré comme une caste à part. Voilà, c'est pas et une caste qui alors qui est pas particulièrement dans les hautes castes, mais qui ne fait pas partie non plus des basses castes indiennes. C'est-à-dire que socialement les hijras sont quand même relativement mis à l'extérieur, mais mais il y a tout un mouvement de réinsertion des hijras dans la société de par leur position très, très particulière. C'est généralement les hijras sont considérés proches des femmes transgenres d'un point de vue occidental, pour expliquer à peu près. Mais dans les cultures locales, donc en Inde, au Pakistan et au Bangladesh, euh, les hijras sont considérés très différemment de ce qu'on les considère en Occident. Et justement, en fait, pendant la colonisation britannique, les hijras ont été très très largement littéralement chassés, agressés. On a tenté de détruire cette partie de la culture locale. Les colons ont tenté de détruire cette partie de la culture locale, oui, oui. Et, et même depuis en fait la décolonisation de l'Inde, en fait, ils n'ont toujours pas pu. D'ailleurs, oui, aussi petit point linguistique, quand je veux pas faire de bêtises sur le genre des personnes dont je parle, j'utilise le yel au pluriel, voilà. Euh, c'est voilà, c'est ma petite méthode personnelle. Vous pouvez me l'appliquer. Et oui, en fait, ont toujours pas retrouvé en fait leur rôle social d'avant la colonisation, qui était avant tout un rôle cultuel et, euh, et culturel aussi. C'est-à-dire, c'était aussi réinséré au niveau social. Les hijras avaient comme rôle de réinsérer les personnes qui étaient mises un petit peu au dehors de la société. Donc c'est pour ça que ce sont des personnes qui sont à la fois très craintes et très respectées. C'est cette espèce de lien entre, entre la société bien insérée, bien propre sur elle, et la société des rejetés. Au niveau de l'Indonésie, un genre non binaire qui ne concerne plus beaucoup de monde, puisqu'il y a eu des violences envers elle il y a quelques années, c'est les Bissous, euh, qui est du coup un genre non binaire qui concerne parfois des personnes intersexes et qui sont considérés comme les intermédiaires entre le divin et l'humain dans la religion du peuple Bougie, qui est du coup un peuple qui habite vers le sud de l'Indonésie et qui sont reconnus civilement comme un genre à part en Indonésie. Voilà, donc c'est un genre parfaitement non binaire. Ça c'est un genre en parfait équilibre. Encore une fois,
d'un point de vue occidentalo-occidental. Au niveau de l'Océanie, on a beaucoup de genres non binaires. Euh, et aussi beaucoup de tensions justement là-dessus, puisque du coup il y a l'insertion occidentale qui est très forte et qui pose beaucoup de soucis. Du coup, je vais commencer en Australie avec les Brother Boys et Sister Girls aborigènes, qui est le nom donné aux transfuges de genre par les aborigènes. Alors, pour le seul terme occidental que je pourrais donner, et encore une fois, c'est de manière très grossière. Euh, c'est. Ouais. C'est. Et justement, en fait, quand on essaie de trouver des traces justement de la non-binarité dans l'histoire, c'est très épuisant parce qu'on passe justement par des auteurs très cis-centrés. Donc le nom, du coup, donc Brother Boys et Sister Girls, du coup là c'est le nom anglais, la traduction anglaise du coup des langues aborigènes d'Australie. En fait, c'est les noms qu'on donne aux transfuges de genre chez les aborigènes. Et en fait, le terme occidental que je pourrais donner, et qui traduirait le moins grossièrement ce qui est, ce serait gender fluide. C'est-à-dire, littéralement, une fluctuation dans son expérience du genre. Voilà, et quelque chose en fait qui ne se fixe pas dans le temps. Hmm. Hmm. Et au niveau, après des genres, plus de culture Maori, Polynésie, en fait, il y a plusieurs genres locaux qui ressemblent, qui se ressemblent plus ou moins. Les Fa-Afafinés samoans, les Fakaleiti tongiens et les Mahus de Polynésie française. Du coup, alors, très grosso modo, ce sont des personnes plutôt analogues aux femmes trans, bien que perçues différemment des femmes trans. Et traditionnellement, ce sont des personnes qui reçoivent une éducation féminine et qui se retrouvent du coup avec une place très respectée et très à part dans les tribus polynésiennes. On se retrouve avec aussi beaucoup de rois du coup de ces genres-là. Du coup dans les... Enfin beaucoup de rois, non pas tant que ça, mais en tout cas avec plusieurs rois justement qui viennent, enfin qui sont du coup de ces genres-là, justement de par cette position très à part et très centrale dans les sociétés polynésiennes. Et par contre, justement, et c'est là où qu'on voit l'entrée et la problématique de l'entrée des conceptions européennes qui ne sont pas. Ces genres-là ne sont pas à confondre avec les Rae Rae, qui sont aussi des femmes trans, mais qui n'ont pas reçu d'éducation féminine. C'est-à-dire ce sont des personnes qui se définissent beaucoup plus au féminin, mais par choix. Et alors, les anthropologues disent que les Rae viennent beaucoup plus de l'influence européenne. Voilà, enfin, n'en reste pas moins que ça reste des femmes trans marginalisées. J'aurais beaucoup plus tendance à me dire que bah, c'est littéralement une société qui a tendance à discriminer des femmes trans
si ça vient de leur propre chef. Touk 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 touk. Alors là, on va arriver au genre européen. Parce que oui, j'ai réussi à trouver des genres non-binaires européens. Alors, j'ai vu justement des débuts d'études anthropologiques à propos de cette idée très vaporeuse de troisième genre autour des maisons closes anglaises. Je dois avouer que j'y ai pas beaucoup donné d'attention. Tout simplement en fait parce que ça désignait surtout des personnes perçues socialement comme plutôt masculines et qui se prostituaient. Et en fait ça m'avait beaucoup plus l'air lié au fait que c'était des travailleuses du sexe. Oui, oui, c'est ça. C'est utilisé comme contre les garçons efféminés, comme on dirait PD ici. C'est littéralement en fait le genre des personnes discriminées pour. Enfin, c'est littéralement le genre transfemme discriminé dans les sociétés polynésiennes. Voilà. Et oui, du coup, ouais, j'en étais dans mes histoires de bordel anglais. Du coup, une maison de passe, hein. Euh, Vu que ce mot-là est devenu dans le langage courant une interjection que j'utilise beaucoup trop souvent quand je m'énerve d'ailleurs. Et, euh, et voilà en fait, donc j'ai pas trop voulu m'intéresser à ça. J'ai plutôt voulu m'intéresser à des genres qui étaient socialement beaucoup plus intégrés et où j'avais beaucoup plus de certitude. Voilà. Par exemple en Albanie, donc qui sont plutôt connus. Donc une fois traduit, ça donne vierge sous serment, mais au nom local, c'est bournéché. Alors les bournéchés sont nés en tant que femmes, puis font le choix du vœu de chasteté et de vivre comme des hommes au sein de la société traditionnelle. À savoir que la société traditionnelle albanienne est très très... Ah, t'as loupé beaucoup de choses. Il va y avoir une rediffusion, vu que je suis un adulte responsable. Euh, et oui, enfin... Donc oui. T'as loupé 1 heure de stream à peu près. Du coup, oui, les bournéchés sont des personnes nées femmes qui font vœu de chasteté pour vivre comme des hommes justement dans une société extrêmement patriarcale. C'est-à-dire que la société traditionnelle albanaise est beaucoup centrée autour des hommes, autour des pères, autour des frères. Et la grosse problématique en fait de cette société-là, en fait, c'est que c'était une société qui pratiquait la vendetta, donc qui est une règle de vengeance organisée entre familles et entre tribus qui s'attaquaient très principalement aux, aux, euh, aux hommes. Et du coup, c'est une société qui se retrouvait littéralement en déficit d'hommes pour avoir le rôle social d'homme, d'où ce genre peu commun en Europe, qui est du coup le genre des bournéchés. Et du coup, en fait, ces bournéchés, on pouvait prendre le choix. Enfin, généralement, Yel choisissait soit. Enfin, je choisissais soit pour éviter des mariages arrangés, puisque c'était une société qui arrangeait des mariages aussi. Donc, soit pour éviter des mariages arrangés, soit parce qu'il n'y avait littéralement plus d'hommes dans la famille pour prendre le rôle social des hommes. Voilà. Et c'est justement chose qu'on a pu voir par exemple dans les bispiritismes dans un des bispiritismes dont on parlait,
justement en fait cette idée d'avoir suffisamment de personnes pour remplir tel ou tel rôle social. Et l'autre exemple aussi européen que j'ai voulu prendre, c'était les Feminiello, surtout à Naples et dans sa région un peu autour. Généralement, en fait, les Feminiello, les Feminielli, le pluriel italien. Eh oui, on dit scénari. Ah ah Les Feminielli, du coup, qui sont assignés de naissance au masculin et qui portent des vêtements féminins. Donc, généralement, en fait, qui sont aussi des personnes attirées par des hommes ou d'autres Feminielli et sont localement parfaitement insérés et considérés même comme étant des personnes qui portent la chance. C'est-à-dire que dans la zone là, il n'est pas rare de voir des parents demander quand ils voient euh, quand elle voit un Feminiello, du coup, qu'elle le porte dans ses bras pour donner la chance au bébé. Et, et ce qui est encore plus marqué, en fait, c'est que quand on a commencé à voir des... Quand on a commencé à voir de plus en plus des personnes transgenres donc, apparaître socialement, s'afficher en tout cas socialement dans la société, les personnes transgenres ont été directement discriminées et comparées justement aux féminiali qui étaient parfaitement socialement insérés. C'est-à-dire qu'il y a une littérale dissociation entre les deux. C'est d'ailleurs une littérale dissociation qui a pu être constatée suite à des affaires criminelles qui considéraient un Feminiello qui, qui du coup s'était retrouvé dans des affaires de braquage, qui n'était plus nommé en tant que Feminiello à partir du moment où il était reconnu, où elle était reconnue comme étant coupable dans ces affaires, mais était nommé en tant que transsexuals. Voilà. En tant que transsexuel. Qui est, je vous le rappelle, un terme extrêmement insultant pour parler des personnes transgenres. Et ça fonctionne aussi pour l'italien. Aussi, je suis allé voir un petit peu du côté... alors, du côté de l'histoire antique. Bon, je vais éviter d'être trop long. Mais du côté de l'histoire antique, j'ai réussi à trouver trois genres et tout un laïus assez unique. En Phrygie, on a les Galaées. Donc la Phrygie qui est à peu près en Anatolie, c'est-à-dire le centre de la Turquie actuelle. Les Galaées, du coup, à peu près datés comme 2300 avant Jésus-Christ et entre 600 après Jésus-Christ. Voilà. Qui était en fait le genre non-binaire des prêtres et prêtresses eunuques de Cybèle. Et Cybèle, en fait, était la déesse mère du culte régional. Et c'était, pareil, un genre parfaitement cultuel où, des fois, justement, en fait, les personnes... ça pouvait même rentrer dans le rituel, en fait, que les personnes... voilà. Voilà. Oui, mutilation. Trigger warning, mutilation. C'est-à-dire, littéralement, enfin ouais, les personnes pouvaient se retrouver à... attendez, voilà, je vais faire ça à la fin du petit laïus autour du culte de Cybèle. En fait, les prêtres et prêtresses, en fait,
pouvaient des fois en fait justement se mutiler et en public se trancher leur partie génitale pour le culte de Cybèle. Voilà, voilà, fin du petit laïus cultuel. Voilà, coucou. Euh, vous pouvez arrêter de vous boucher les oreilles. Ouais. Euh, donc là, tout autre culte. Je vais parler des Zénarécites. Du coup, alors, les zones des peuples scythes, on va dire que ça va être très grosso modo le sud-ouest de l'actuelle Russie, plus le sud-est de l'Ukraine. Voilà. Ce qui est quand même pas une petite zone, quoi. Et en fait, les Zénarés étaient les chamans de la religion scythe, dits hommes-femmes. Le gros problème, en fait, c'est que quasiment toutes les infos qu'on a autour des Zénarés viennent uniquement d'Hérodote. Et néanmoins, en fait, on peut noter que c'était aussi des chamans qui n'étaient pas particulièrement reconnus comme une classe sociale à part. Voilà, en fait, c'était littéralement en fait des officiers du culte scythe, des officiers et officières du culte scythe. Mais à part ça, voilà, enfin c'était littéralement leur taf et leur place dans la société scythe. Pas dans la société scythe, dans la société scythe. Bichette Prod, réveille-toi. Et le dernier exemple, avant de venir au petit laïus, que j'ai trouvé en fait, c'était les séquettes d'Égypte antique, qui désignent tout aussi bien les personnes intersexes que des personnes homosexuelles, que des eunuques, que les trans, ainsi que les déités Nedjeru. Donc, c'est-à-dire les déités Nedjeru, ce sont les divinités élémentaires. Par exemple, Geb et Nut. Geb, du coup, qui est la divinité de l'océan, donc qui est littéralement l'océan, et Nut, qui est la divinité de la voûte céleste. Eh bien, ces divinités-là, en fait, c'est littéralement en fait, le genre-là, enfin, le genre séquette d'Égypte antique, c'est une espèce de reconnaissance de la non-reconnaissance du genre. C'est-à-dire, les Égyptiens n'avaient pas les codes, ou en tout cas, n'utilisaient pas de code précis pour ça, mais voilà. Coucou! Coucou Potats, coucou Elise. Et voilà. Et enfin, alors petit passage de théologie autour. Touk. Mais comment ça? Mais c'est quoi cette histoire? Attendez, je termine quand même. Je veux pas supporter de pas avoir de musique. Hop. Voilà. Tac et tac. Je suis potate. En tout cas, petit point du coup sur des travaux théologiques relativement récents autour des textes religieux juifs. Touk. Voilà. Pardon. C'était en train de bugger de partout. Ouais, c'est bon. Quand même, j'essaie de vous avoir un son à peu près propre. Du coup, on arrive aussi. Là, j'arrive un petit peu à la fin, en fait, sur un petit laïus, du coup, sur les textes. Bordel. C'est trop fort, ça. Voilà. Je vais y arriver, hein. Je suis quasiment à la fin. J'ai pas envie de faire des conneries, du coup, de personnes mais complètement extérieures au culte juif. Néanmoins, je vais m'appuyer du coup sur les travaux du rabbi Elliot Koukla, donc, qui est un rabbin qui a été intronisé il y a 7 ans
et en fait qui a fait des travaux théologiques en fait autour des textes hébraïques. Et en fait, dans ces textes hébraïques-là, ce rabbin, alors je ne sais pas où en est la discussion théologique là-dessus, hein. Voilà. Donc je préfère le préciser. En tout cas, voilà, il a reconnu dans son étude 6 genres. C'est-à-dire, en précision, Zakar, qui est le genre homme, Zachar. Je vais le dire en français dégoûtant, voilà. Donc il a reconnu Zachar, qui est le genre homme, Nekeiva, qui est le genre femme, androgynos, donc, qui sont considérés comme androgynes à la naissance, qui concernent les individus considérés comme étant intersexes à la naissance, puis qui développent des traits sexuels masculins et féminins en grandissant. Voilà. Du coup, d'après ça aussi, il considère aussi le genre Tumtum, qui concerne les individus avec des caractéristiques sexuelles indéterminables entre Zakar et Nekeiva. À savoir que par exemple, Moïse est décrit comme ça, en tout cas pendant une partie... non, c'est Noé. Autant pour moi. Noé est décrit comme ça, en tout cas, pendant une partie... comment dire, pendant une bonne partie de son récit de vie. Voilà. Ailonite, qui est le genre assigné de naissance féminin, mais qui développe des caractéristiques masculines en grandissant. Puis enfin Saris, qui est le genre assigné de naissance masculin, mais qui développe des caractéristiques féminines en grandissant, ou alors qui devient eunuque. Donc, à savoir, le Rabbi Elliot Koukla est un peu particulier en fait, puisque c'est le premier rabbin américain à être ouvertement transgenre et qu'il a été intronisé il y a... Oui, qui a été intronisé du coup en 2014. Et voilà, donc c'est des travaux théologiques très très récents. Je ne sais pas si c'est des travaux théologiques particulièrement discutés, mais bon, j'étais tombé là-dessus. Et ne pas vous en parler, j'aurais trouvé ça trop dommage. Voilà. Ah, c'est bon. J'ai un peu fini tout ce que je voulais vous dire. Je ne me suis pas arrêté de parler pendant 1h30. J'ai mal au dos. Alors, ça va être la 5e pause clope de ce stream, mais je vais me fumer une clope. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit, voilà. Faut pas hésiter, parce que j'ai été rapide, mais très 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 rapide. Et j'ai l'impression de n'avoir mais fait que survoler le sujet. Voilà. Bah écoute, je suis content d'avoir appris plein de choses. Fonfade, voilà, ça m'emplit le cœur de joie. Je dois avouer que quand j'ai mis mon nez là-dedans, alors je connaissais déjà un petit peu tout le côté. Oui, évidemment, Mad, évidemment. Non, par contre, en vrai, de vrai, va y avoir. Bon, écoutez, je vais mettre l'OST, voilà, l'OST de FTL, quand même, qui est la meilleure OST du monde. Voilà. Alors, il est hors de question que je reprenne depuis le début, hein. Je suis épuisé dans les fesses. Ah, quel cauchemar. Sachez que mon dos est en compote. Et oui, il va y avoir une VOD. Voilà. Touk. Alors. Donc ouais, enfin, de mon côté, en fait, je connaissais déjà un petit peu ça, tout simplement.
Parce qu'avec une ex, en fait, on s'était mis en tête de faire un report de tous les drapeaux qu'on arrivait à trouver du coup autour des communes et micro-communes LGBTI. Et je sais plus combien on avait trouvé, mais c'était sport. Une remarque d'ordre pédagogique. Si on rentre dans le sujet par les cultures non occidentales, ça peut aider à mieux comprendre ensuite les problématiques de genre avec les concepts occidentaux. Ah, je pense qu'effectivement ce serait pertinent. Très très pertinent. Le gros problème en fait, c'est justement en fait, c'était pendant les relectures. On avait un petit peu parlé qu'effectivement, je partais d'un présupposé qui était flingué, qui est le présupposé du coup de la doxa occidentale, et qui présente les choses, bah, justement, comme étant pseudo simple. Le gros problème en fait, c'est que justement, ça implique énormément de choses. Ah non, mais le drapeau gastéropode, il est incroyable. Et oui, effectivement, en fait, le profit, en fait, justement, de voir un petit peu comment que ça se passe ailleurs, c'est qu'il y a la naturalisation, justement, de genres autres que les genres binaires. Et c'est vrai que, bah, ça permet beaucoup plus, en tout cas, une compréhension beaucoup plus large et à mon sens, en tout cas, beaucoup plus simple, en fait, du genre. Parce que, bah, c'est vrai que... en fait, la problématique de la binarité de genre est de lier ça uniquement aux traits biologiques de base. Bah en fait, c'est qu'on arrive à quelque chose qui n'est pas vrai. Et le gros problème, en fait, c'est que à chaque fois qu'on va insérer au marteau et au burin quelque chose qui n'est pas vrai, c'est qu'en fait, ça va créer plein de micro-particularités de partout dans les concepts. Et en plus, va y avoir des personnes qui vont se sentir comme étant des erreurs de concept. Ce qui est par exemple au cœur de la dysphorie de genre, en tout cas pas mal vécu avec le grandi occidental. Et, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez douloureux, quoi. Pour approcher les concepts de cultures différentes en ethnocénologie, ethnologie du spectacle en gros, en ethnocénologie quoi, on utilise le concept de catégorie soluble qui permet de comparer deux concepts culturellement éloignés en n'omettant pas leurs différences contextuelles, mais pour se donner un éclairage sur un concept qui de prime abord paraît assez flou et pourrait bénéficier d'une comparaison pour être mieux appréhendé. Si, complètement. En fait, de toute façon, c'est beaucoup ça en fait qu'il faut faire en fait dans les travaux d'ethnologie. C'est beaucoup dans l'idée de réapprendre à marcher en fait. Et du coup là en fait, c'est justement en fait dans la méthodologie, c'est réapprendre les bases, mais les bases d'ailleurs. Les bases du coup de la scénologie et réapprendre les bases d'ailleurs pour arriver à la compréhension de comment on va construire la scène ailleurs. Après justement en fait c'est quelque chose que j'ai pu un peu voir aussi moi de mon côté là-dessus. C'était j'avais eu en fait justement un petit peu de la scénologie de base parce que du coup j'ai fait des études techniques dans la lumière. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais après c'est vrai que pour avoir seulement des bases, ça va encore. C'est quand on va plus loin que les bases là que ça commence à devenir très compliqué. Mais je te relis quand même pour m'assurer de pas dire de conneries. Ouais, non, ouais, c'est bon. Mais après, c'est aussi une des grandes problématiques de la recherche sociale, en fait. De la recherche sociale en général, c'est que ça soit pluridisciplinaire
ou pas, et aussi de la recherche culturelle. C'est très très compliqué, quoi. Alors, oula, on orbite. Non, maintenant, j'ai repéré ton pseudo, je sais que tu vas... Je sais que tu poses des questions compliquées, mais qui méritent le temps qui méritent le temps qu'on prenne pour y répondre. Alors, moi je pense que la science doit discerner, mais les individus doivent confondre. Ensuite, je pense que voir la téléologie que par le prisme sexuel n'est pas pertinent. Oui, oui, ça effectivement. La foi est une élévation verticale des grands textes de la période axiale qui introduit la règle d'or ne fait pas autrui. La sexualité devient un sous... Oula, tu confonds plein de choses là. Tu confonds énormément de choses. Après, effectivement, c'est quelque chose qui pendant longtemps, sur les études de genre, qu'on va dire plus ou moins préhistoriques, je vais vraiment parler d'études préhistoriques. Ah, coucouche en général. Je vais parler en fait presque de préhistoire dans les domaines-là, puisqu'en fait, ça étudiait le genre aussi sous le prisme de l'habitus sexuel, sous le prisme des attirances. Ah bah voilà, Caligula 69 qui fout le sbeul, bonsoir. En fait, c'est que ça étudiait en fait la différenciation de par l'habitus et du point de vue très occidentalocentré, en tout cas par rapport à sa différence sexuée. Donc à partir de là, dans cette préhistoire de l'étude autour des genres, effectivement, on arrive à des espèces d'abominations en termes de recherche qui sont des idées comme troisième genre, troisième sexe. Ça n'a aucune forme de pertinence en termes scientifiques. Hein. Ça, voilà. Mais par contre, dans leur réflexion autour de la recherche, ça par contre ça avait une logique, puisque c'était des personnes qui allaient briser leur habitude de genre, que ça soit par la manière dont elles présentaient leur genre, ou la manière dont elles vivaient soit leur sexualité, soit leur non-sexualité, soit leur vie de manière générale. Et You are parling méga mal. Alors en plus là, c'est terrible parce que là vous arrivez vraiment à la fin de la présentation. C'est ça, des escrocs impérialistes partout, en particulier dans nos rangs. En fait, voilà, c'est là où qu'on arrive à la partie très simple. Ça là, en un mot, le respect. C'est-à-dire que quelqu'un se présente d'une manière très précise et très particulière. En fait, ça n'a aucune violence empirique envers vous. Enfin, c'est-à-dire que d'un point de vue intellectuel, en fait, ça n'a aucun lien avec vous. Donc pourquoi vous embêter avec ça? Donc c'est vrai que, du coup, ce que tu disais, la science doit discerner, mais les individus doivent confondre. C'est vrai que là, on en vient justement à l'idée de lutte politique. Mais oui, il y avait Nunlus. Et en fait, c'est que d'un point de vue politique, du coup, oui, effectivement, c'est essayer d'atteindre une indifférenciation de traitement, quel que soit le genre des personnes. Mais sauf que ce qu'on constate d'un point de vue scientifique, c'est effectivement, qu'on le veuille ou non, il y a des différences de traitement en fonction des genres que l'on reconnaît des personnes. Alors,
Pour les personnes qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à poser des questions. Je dois vous avouer, je vais pas refaire toute la présentation parce que j'ai passé 1 heure et demie à bafouiller. Et voilà. Je vais encore rester un petit peu pour m'assurer qu'il n'y ait pas... Voilà. Donc matériellement parlant, en sous-marin, une redéfinition des fonctions du droit. Les personnes trans en sont déjà victimes et le déni des non-binarités se heurte au conservatisme réactionnaire mais aussi à la nature même du système. Et pas que à la nature même du système, à la nature même des luttes. Parce que c'est quelque chose en fait qu'on a pu voir dans certaines formes de féminisme qu'on appelle maintenant TERF, Trans Exclusionary Radical Feminism, qui étaient justement en fait des mouvements très minoritaires qui se disaient, littéralement dans la logique du on gratte un petit peu de notre côté en balançant les personnes avec qui on est habituellement alliés. Voilà. Ce qui n'est pas quelque chose qui marche. En termes d'efficacité, c'est 0 de chez 0. Enfin, même quand on voit, par exemple, dans le dernier bouquin de Coffin, là, oui. Ah non, mais t'as eu complètement raison. Il y a toujours des formes d'espoir quand même qui peuvent arriver justement via le légalisme et le réformisme. Mais c'est vrai que... Alors je vais y venir après. Mais après en fait le truc c'est que... oui voilà, quand on voit par exemple dans le dernier bouquin d'Alice Coffin, le génie lesbien, alors autrice qui est très très bien considérée, moi je dois avouer je n'ai pas lu le bouquin, mais le son de cloche le plus précis que j'en ai eu c'était qu'elle avait littéralement oublié de noter dans son bouquin que dans les révoltes de Stonewall, les principales animatrices étaient des femmes transgenres. Alors que c'est quelque chose qui est très très documenté historiquement en fait. C'est pas genre la Pride de nuit de Pleuc-à-Deux avec 3-4 personnes. Non, c'est Stonewall quand même. Enfin, c'est un événement majeur. Et là-dessus, elle a trouvé le moyen. Transgenre et racisé, oui, effectivement. Et c'est vrai que ouais, c'est quelque chose qui m'a fait... quand j'ai vu ça m'a complètement refroidi en fait. C'est justement sur toute la considération qu'a Alice Coffin. Et c'est vrai que voir ça et voir que cette personne est autant prise au sérieux, ça m'a... je sais pas en fait, on peut pas faire une aussi grosse erreur factuelle et ne pas se faire rappeler à l'ordre en fait. C'est pas possible. Bah apparemment si, en fait. Bon. Justement, Mad, tu disais, dans tous les exemples, malgré l'acceptation de plus de deux genres, les sociétés restent très genrées. Alors, c'est justement pour ça, en fait, que j'avais fait tout un petit laïus, en fait, autour du fait que les sources anthropologiques que j'avais, en fait, étaient beaucoup de l'anthropologie européenne et de personnes cisgenres. C'est-à-dire en fait toutes les notions dont j'ai pu parler et toutes les approximations en fait que j'ai pu voir sur là-dessus en fait toutes les approximations que j'ai données en fait c'est via la perception européenne. Et le truc, en fait, c'est que la perception occidentale, elle est complètement assouvie à cet éternel axe binaire, homme-femme. Et derrière, du coup, les recherches sont complètement soumises à cette idée-là. Et à partir du moment où l'habitus se casse un petit peu de ça, en fait il y a des très très longs doutes, savoir le pourquoi du comment,
Et voilà, enfin, il y a eu littéralement en fait des études anthropologiques qui, par exemple, parlaient de troisième genre pour des groupes de travailleurs du sexe en Angleterre et qui couchaient principalement avec des hommes. Et alors que, enfin, c'était globalement, enfin, de ce que j'ai pu voir en tout cas de mon côté, j'ai plus l'impression que c'était juste des travailleurs du sexe en fait. Et voilà, enfin, qui faisaient leur taf quoi. Mm. Mm. Ouais. Oui, oui, oui. Mais tac, tac, tac. Alors, l'erreur est sans doute par omission volontaire. Alors, très sincèrement, ouais. L'erreur du coup d'Alice Coffin dont on parlait tout à l'heure. En fait, il y a enfin, quelque chose qui me fait très très flipper, en fait, justement, c'est le début. Enfin, il y a le début, justement, d'entrée de rhétorique TERF dans les rangs, lesbiens et gays. Et qui me fait très très peur, personnellement, puisque c'est justement quelque chose, en fait, qui semble très bien rentrer, en particulier, en fait, comment dire, chez les personnes en fait qui viennent de se découvrir, du coup chez les personnes qui sont en parfait antagonisme envers leur vie d'avant et qui ont besoin justement de propos radicaux. C'est pour ça que d'ailleurs que dans le mot TERF, il y a radical. C'est que effectivement c'est un radicalisme. Mais mais sauf que enfin c'est un radicalisme qui effectivement propose de partir sur une racine, mais c'est sur une racine qui de toute façon n'existe pas. Et sur la racine de la différenciation, enfin de cette pseudo-vérité, de cette doxa, qui a une différenciation totale en fonction de ce qui se passe entre tes jambes. Parce que du coup, on en arrive toujours à cette problématique-là, en fait, à la reconnaissance, à la naissance du genre, et qui est parfaitement binaire dans énormément d'endroits, puisque enfin, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un monde mondialisé, avec une culture relativement mondialisée, en tout cas. Et oui, enfin, il y a justement en fait cette problématique-là, en fait, et qui effectivement, dans certaines extensions, peuvent donner des groupements radicaux qui se mettent à littéralement rejeter des alliés naturels, des alliés rhétoriques naturels en tout cas. Et, et voilà, j'étais en train de me perdre dans ce que j'étais en train de dire, mais bon, sachez que voilà, si quelqu'un en tout cas vous semble très hostile à la bisexualité et au transgenre, je partais du principe que cette personne est douteuse. Voilà, juste ça. C'est les gros trucs hein, qui ressortent beaucoup, comment dire, dans les milieux, dans des histoires un peu intellectualisantes sur les sujets. Mais non, faut pas les taper. Discours évolue en tout cas, à un moment, c'est le consentement et les capacités de se déterminer pour les ados et enfants trans. Oui, oui, oui. Avec l'histoire de la gamine, là, je sais plus, dans la région de Lyon, il me semble. Avec une gamine qui s'était vue refuser. Alors, il y a peut-être le B dans LGB Alliance, mais il est beaucoup pris en tant que token, hein, le B. Et d'ailleurs, c'est alors, tac, rebonjour. Donc ouais, enfin, c'est un running gag qu'on fait beaucoup avec les personnes qui se reconnaissent comme étant bisexuelles. C'est qu'on leur dit, ah, mais tu sais, c'est que le premier coming out hein, qui est compliqué à faire. Et on se rend compte justement en fait
via, via ça en fait que bah en fait c'est pas si rare que ça en fait que le coming out bi soit le premier coming out. Voilà. Après bon j'ai pas de statistiques sur le sujet hein, mais bon voilà statistiques moi et mes potes source t'inquiète. Euh, mais après oui enfin mais de toute façon enfin bon je vais arrêter l'enregistrement. Si vous avez envie de très mal parler c'est le moment. Au revoir YouTube.